Bonjour, bon midi tout le monde. Je suis contente de vous retrouver avec cette petite neige aujourd'hui. Alors, comme le dit Geneviève, c'est vraiment, on est en mode webinaire. Alors, moi, je ne vous vois pas. Par contre, vous me voyez, vous m'entendez et toutes les questions doivent être dans le chat. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça dure environ 1 heure. On dépassera pas 13 heures parce que je sais que tout le monde est très occupé, surtout à l'aube d'un long week-end. Donc, je vais vraiment respecter le temps. Avant toute chose, j'aimerais savoir quand même qui est parmi nous et savoir un petit peu ce que vous faites dans la vie. Très simplement, si vous voulez donner votre nom et l'entreprise pour laquelle vous travaillez, Geneviève le dit, Marel Communication, mon agence que je vais présenter également. On est dans le Vieux-Montréal, on est au 417 rue Saint-Pierre, donc Saint-Pierre-Saint-Paul, là, dans l'édifice du Fly Gin, comme j'aime le dire. Et on adore ça d'ailleurs, être dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment un lieu de travail exceptionnel. Fait que là, je vous laisse répondre dans le chat. Alors, j'ai hôte et panéliste. Si vous voulez pas dire votre nom, si vous voulez rester dans l'anonymat, c'est libre à vous, mais peut-être juste dire le lieu où vous travaillez pour que j'ai une petite idée de à qui je m'adresse, dans quelle spécialité vous êtes pour pouvoir bien vous parler du marketing d'influence aujourd'hui. Donc, je vous laisse aller dans le chat en 30 secondes. S'il y a quelqu'un qui veut démarrer, là, ça serait bienvenu. Ah, alors, j'ai Capucine Carré. Elle travaille au marketing et développement pour le coworking Walter qui est situé sur la rue Saint-Paul. Bienvenue, Capucine. Merci d'être là. Un coworking, ça aussi, ça nécessite du marketing d'influence, absolument. Absolument. Tous les lieux, là, restaurants et tout. Est-ce qu'il y a des gens en restauration? Parce que je sais que les restaurateurs adorent inviter des influenceurs, puis les influenceurs aiment bien ça aussi, aller dans les restaurants. Est-ce qu'il y en a? Juste peut-être dire rapidement s'il y en a. Non, les gens ne veulent pas participer. Bon. Peut-être une autre personne. Je pense pas, je regarde parce qu'on peut voir un peu les participants, et je pense pas qu'il y a de la Des restauration. gens en restauration. Ouais, Parfait. on est plus au niveau des bureaux d'affaires, je pense, en ce moment. OK, Mais parfait. n'hésitez pas vraiment là, à mentionner peut-être juste votre entreprise dans le chat. Oui, c'est ça. Ça serait intéressant. Bon, ben pour l'instant, peut-être que tout le monde est en train de manger. Je vais passer rapidement à la présentation, mais je garde le chat ouvert. Puis Geneviève, comme je disais, peut-être que dans l'action, je ne verrai pas toutes les questions. Par contre, n'hésite pas à m'interrompre en tout temps. Fait que je dis toujours que cette période-là est la période la plus difficile, soit le partage de mon écran, parce que j'ai toujours peur que ça ne marche pas. Mais voilà, je crois que ça a bien marché. Je vais mettre ça en grand écran. Est-ce qu'on voit bien, Geneviève? Oui, c'est parfait. Parfait. Alors, je commence. Aujourd'hui, évidemment, c'est une formation sur le marketing d'influence. C'est vraiment une formation 101. Hein. Je pense qu'il y en a qui connaissent déjà le marketing d'influence. Du moins, ils en font. D'autres en font peut-être pas encore. D'autres se questionnent s'ils devraient en faire. Vous êtes au bon endroit pour ça. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Marilyn Lévesque. J'ai plus de 20 ans maintenant d'expérience en communication. Je travaillais dans les grandes agences à Montréal, dont Cossette. Et depuis 8 ans maintenant, j'ai ouvert ma boîte, Marel Communication, une agence boutique du Vieux-Montréal, je l'ai dit tantôt, plusieurs clients en tourisme et en culture, le Salon des métiers d'art du Québec à Montréal, au Palais des Congrès. On fait beaucoup, beaucoup de communication pour les grands salons du Palais des Congrès. Donc, Salon de l'auto, Salon des métiers d'art, Salon du livre, Salon du tourisme, Salon de l'habitation. Donc, c'est vraiment des clients qu'on a. Également, on a travaillé avec Igloo Fest, qui est aussi dans le Vieux-Montréal, le Cirque du Soleil pour le spectacle de Trois-Rivières et plein d'autres clients, Oasis Immersion aussi au Palais des Congrès. Donc voilà, voilà, on connaît bien ça. On est membre de la 2C, c'est l'Association des agences de communication créative du Québec. Donc pour ça, il faut évidemment avoir certains critères pour être membre de la 2C. Donc on est maintenant membre. C'est une association également qui est là pour assurer un certain contrôle du milieu et de l'industrie. Marel est également membre du Travel Lifestyle Network, donc c'est un réseau international d'agences indépendantes, donc de petites et moyennes agences comme la mienne, qui sont spécialisées en culture et en tourisme. Alors, vous voyez un petit peu dans le monde où il y a d'autres agences membres, c'est vraiment intéressant parce que, premièrement, ça nous permet d'échanger avec des gens de partout dans le monde qui travaillent en com et on réalise rapidement qu'à Buenos Aires en Argentine, puis à Milan en Italie et même à Bali, ils ont sensiblement les mêmes enjeux que nous les influenceurs, la chute des médias, etc., etc. Donc, on est vraiment dans
une globalisation des communications et c'est très intéressant de savoir ça. Puis on fait des congrès 2 fois par année, on se rencontre et le prochain sera d'ailleurs ici même à Montréal. Je vais les amener dans le Vieux-Montréal, évidemment. Euh, Notre équipe, donc, je l'ai dit, c'est une équipe boutique, c'est une agence boutique, donc on est vraiment une agence de proximité. Là, il manque une membre de l'équipe sur ce montage photo-là. Donc, il y a moi, Steven Poitvin aussi. Peut-être certains le connaissent puisqu'il a été chef des relations publiques du Vieux-Port de Montréal dans les 2 dernières années. Sandrine aussi, qui nous vient du Vieux-Port de Montréal et donc nos autres collègues. Rapidement, donc je l'ai dit tantôt, j'ai une vingtaine d'années d'expérience. Je suis d'abord une relationniste de presse, une journaliste également, et je suis devenue une spécialiste de marketing d'influence parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas le fun de dire ça, mais je vous expliquerai tantôt un petit peu pourquoi on n'a pas le choix de faire du marketing d'influence aujourd'hui. Et oui, je voulais vous parler de mes conseils d'administration également. Donc, c'est important pour moi d'être vraiment impliquée au sein de la Ville de Montréal. Donc, je suis sur la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph. La Fondation, ça sert évidemment à conserver le patrimoine de l'Oratoire. C'est pas une question nécessairement religieuse, là, c'est vraiment une question patrimoniale. Et bientôt aussi, il va y avoir, bientôt, dans 1 an ou 2, le dôme qui va être ouvert au sommet de l'Oratoire. Ça va être vraiment génial. Et je suis membre de différents comités également. Donc, voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont partagé qu'ils étaient dans le chat? C'est un peu compliqué pour moi de revenir. Non, je ne vois rien dans le chat. Alors, je Je poursuis ferai avec signe, Marilyn, si jamais on a des questions comme ça, tu peux vraiment focuser sur ta présentation. bon. Et là, en demandant ça, j'ai perdu ma présentation. Tu vois, je ne la vois plus. Vous la voyez toujours? Non, on l'a perdu comme ça. Ah là, c'est revenu. Elle est de retour. Alors, je pose toujours en début de formation, tu sais, l'état des médias, et je parle ici des médias traditionnels parce qu'il faut comprendre l'état des médias traditionnels pour comprendre le marketing d'influence. Quel est l'état des médias en 25? Qu'ont en commun ces médias? Journal Métro, Huffington Post, Québec, Canal Argent, Voir, Mirror, le site canoë.qc.ca et le magazine Le Lundi. Est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient répondre dans le chat à cette question-là? Alors, en fait, il y a en commun qu'ils sont tous fermés. C'est ça l'enjeu. Alors, petit à petit, ces médias-là ont fermé. D'autres fermeront également. Il y a des coupures massives qui s'en viennent dans différents médias comme TVA, le groupe québécois en général. Alors, c'est sûr que si on veut avoir un pouvoir d'attraction, si on veut promouvoir notre lieu, un article dans la presse ou dans les affaires était très intéressant avant. Il est encore, les relations de presse fonctionnent toujours, mais le nombre de médias se rétrécit à chaque fois et l'impact des médias traditionnels aussi, on voit qu'il y a une diminution. On sait que les jeunes en bas de 30 ans, en fait, ça consomme très peu de médias traditionnels. Il y avait un reportage justement cette semaine de Radio-Canada où allez-vous vous informer pour voter, parce qu'on sait qu'on est en période électorale, et c'était presque 100% des jeunes de 25 ans et moins qui tiraient leur information sur les médias sociaux. Donc, ils ne consultent pas vraiment les médias traditionnels, ils ne consultent pas Radio-Canada, ils n'écoutent pas les chaînes de radio dans leur auto. Oubliez ça, là. Énergie, c'est quoi qu'on écoutait peut-être un peu plus jeune ou même encore aujourd'hui? C'est vraiment pas quelque chose que les jeunes de moins de 25 ans et même de moins de 30 ans écoutent. Dans leur auto, ils écoutent des podcasts, puis ils écoutent évidemment de la musique là, déjà enregistrée dans leurs applications. Donc, c'est important de savoir ça parce que si vous avez comme un coworking, vous voulez aller rejoindre des jeunes startups ou des jeunes travailleurs autonomes, ben c'est vraiment pas par les médias traditionnels qu'on va le faire, je vous apprends rien. Et c'est tout là que le marketing d'influence est important. Je continue ici. Donc, je le disais rapidement, là, juste pour faire le tour de qu'est-ce que c'est la réalité des médias traditionnels. Les journalistes reçoivent 300 communiqués par jour en moyenne. Il y a des coupes régulières, un avenir incertain, puis on sait avec tous les conflits mondiaux, ça ne va pas en s'améliorant, puis les gens ont moins confiance aux médias également. Le marketing d'influence. Je vous raconte la petite histoire du marketing d'influence, d'où ça part, puis où on s'en va avec ça. Donc, avant Internet, c'était le bouche à oreille, puis avant Internet, ça fait pas non plus 100 ans, là, ça fait peut-être plus d'une trentaine d'années qu'on n'avait pas vraiment Internet massivement dans nos vies. Donc, le bouche à oreille et les célébrités
traditionnelle étaient les influenceurs. Les Madonna de ce monde dans les années 80, on peut la qualifier d'influenceuse, bien sûr, et tous les autres qui ont suivi, donc vraiment des célébrités. Dans les années 2000, là, ça a commencé. Les blogs, les forums, les premiers influenceurs qui n'étaient pas vraiment célèbres, mais c'était plutôt des blogueurs. Et d'ailleurs, il y a eu vraiment une diminution des blogs au cours des dernières années, au profit, bien sûr, des médias sociaux. Dans les années 2010, donc il y a vraiment eu une explosion des réseaux sociaux. Je vous apprends rien, YouTube, Instagram, Twitter. Et là, les micro-influenceurs, donc ceux qui ont 10 000 et moins d'abonnés, ont commencé à émerger et il a commencé à avoir des partenariats avec eux pour qu'ils fassent évidemment la promotion de lieux et d'objets. Et vers la fin des années 2010, donc avant la pandémie, il y a eu une structuration, réglementation. Et là, le marketing d'influence a vraiment commencé, je dirais, en 2017 environ. Mais les gens avaient encore peur, les marques avaient encore peur, les entrepreneurs avaient peur et ils étaient surtout pas sûrs du retour sur investissement. Je vais vous démontrer aujourd'hui que le retour sur investissement est extrêmement intéressant, mais à ce moment-là, on n'avait pas les outils non plus en 2017, 2018, 2019 pour vraiment évaluer ça. Et souvent, on disait, c'est des jeunes qui sortent de télé-réalité, qui n'ont pas de contenu. Nous, on est une institution culturelle de haut niveau, on ne veut pas aller là. Et aujourd'hui, je peux vous dire, pour travailler avec beaucoup d'institutions culturelles, ben, le discours a vraiment changé. Il faut dire que les influenceurs aussi ont changé. Je vous rassure, c'est plus ce que c'était en 2017. Alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu la pandémie, puis pendant la pandémie, il y a eu évidemment l'arrivée massive de TikTok. TikTok, ça a tout changé grâce à son algorithme. Alors, quoi qu'on pense de TikTok, évidemment, je sais que TikTok prend beaucoup de données, mais en fait, ce qui arrive, c'est que pour les marques, c'est très intéressant parce que ça arrive à rejoindre énormément de gens selon des champs d'intérêt très précis. Alors, quelqu'un qui avait peut-être 200 000 vues sur Instagram, ce qui est très bon, va en avoir 2 millions sur TikTok assez facilement grâce à l'algorithme. Alors ça a vraiment fait monter en flèche le travail d'influenceur. Combiné à justement la crise des médias, ça fait en sorte que de plus en plus de marques se disaient, ben là, je ne peux plus investir 100 000 en publicité traditionnelle parce que les gens n'écoutent plus ça, la télé, à TVA, du moins les jeunes écoutent de moins en moins ça, je vois pas d'impact. En plus, les gens qui écoutent les émissions à la télé traditionnelle, parce que oui, il y en a encore, là, il y a encore des bonnes cotes d'écoute au Québec, mais ils vont souvent l'écouter sur les applications, donc sans publicité. Alors, de plus en plus difficile de rejoindre des gens. Alors, c'est pour ça que vraiment, là, on a vu depuis les 5 dernières années, donc depuis 2020, depuis l'essor de TikTok, vraiment une augmentation du marketing d'influence, si bien que pour plusieurs campagnes, le marketing d'influence est aussi important que les relations de presse. Donc, c'est vraiment 50-50 temps budget que du temps alloué à la campagne. OK? Ça peut être même plus parfois à avoir. Pourquoi? Ben là, vraiment, il y a eu une montée des micro-influenceurs, on l'a dit tantôt, et une importante croissance de l'authenticité. Tu sais, quand je vous disais aussi, les influenceurs ont changé, il y a eu des scandales, on va en voir un célèbre tout à l'heure, mais les influenceurs ont compris que s'ils ne faisaient pas bien leur travail, puis si on les invitait dans un tout inclus et qu'ils ne faisaient pas de visibilité en retour, eh bien, c'était terminé. Hein. Ils étaient, excusez-moi le mot, blacklistés. Montréal, c'est un marché assez petit. On n'est pas si nombreux que ça, finalement, comme agence de communication marketing. On se connaît tous en plus. Rapidement, le mot circule et rapidement, ils sont plus invités aux endroits. Donc, s'ils veulent demeurer vraiment sur les listes d'invitation des marques et des agences, je pense qu'il y a comme un code de conduite maintenant non écrit. Et nous, évidemment, on est spécialisé là-dedans, donc on les connaît. On a aussi des listes là, d'influenceurs qui sont vraiment super à travailler, puis d'autres qui sont moins intéressants. Qu'est-ce qui va se passer demain en termes de marketing d'influence? Ça va se poursuivre, je parle dans les mois à venir et dans les années à venir, mais bien sûr, il y a toute la question de l'intelligence artificielle. Je vous apprends rien, c'est au cœur de tous les débats. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où on s'en va avec ça. Je peux vous dire par contre que ChatGPT aide, c'est un support pour écrire des belles publications. Ce n'est pas une finalité, cela dit, je pense qu'il faut repasser dans le ChatGPT une fois que c'est fait, mais ça peut accélérer le travail du marketing d'influence et l'améliorer. Moi, je suis une optimiste, c'est comme ça que je vois ça et non l'inverse. Donc voilà.
Ça, on pourra peut-être voir l'impact réel de l'intelligence artificielle dans les 6 prochains mois. Donc, vraiment, les impacts et la transformation des médias et du marketing ne se calculent pas actuellement en années, se calculent en trimestres et je dirais, aux 6 mois à peu près. Pour moi, c'est vraiment l'étude que j'en fais actuellement. Surtout là, ben, il y a d'autres impacts économiques qui vont arriver avec évidemment les tarifs et tout. Est-ce qu'il va y avoir une petite crise économique? Dans ce temps-là, on investit moins en marketing pur. L'influence va être intéressant parce que ça demande moins d'argent à investir. Donc, peut-être que ça va augmenter encore davantage dans les mois à venir. Donc, on ne peut pas prédire l'avenir pour l'instant. Là, c'est un petit peu incertain. Je poursuis. OK. La consécration des influenceurs, c'est maintenant. Ça se vit. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or des influenceurs. OK? Il y a un sondage, il date d'une quinzaine de mois, là, c'est fin 2023, mais j'avais quand même envie de vous le partager. Puis je veux juste vous dire que ces chiffres-là, s'ils ont bougé, ils ont juste augmenté, ils n'ont certainement pas diminué. 77% des jeunes Canadiens de 16 à 34 ans suivent les influenceurs. C'est énorme. Et le sondage révèle que 73% des internautes qui suivent des influenceurs disent avoir déjà changé de point de vue ou de perception sur un sujet. Donc, c'est vraiment énorme, énorme l'influence des influenceurs. Donc, ça fonctionne vraiment. Et si on résume qui suit les influenceurs, selon un sondage de 23, je vous le rappelle, donc, si on prend les 55 ans et moins, là, c'est 60 plus 33, si je suis bonne en calcul, c'est-à-dire 59 plus 33, ça fait à peu près 84% de la population qui suivent les influenceurs. C'est vraiment, puis de la population active, bien sûr. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, les influenceurs dans notre vie actuellement, et ça ne dérougira pas. Leur rôle aux influenceurs, là, leur rôle, quand je dis ça, c'est pour nous, les marques, les annonceurs, les marketeurs. En quoi ils sont intéressants pour nous, puis pourquoi on devrait les engager. Donc, à 86%, ils aident à se rediriger vers un site web ou une application. Donc, si par exemple, vous invitez un influenceur dans votre lieu et que vous voulez louer des bureaux, je prends cet exemple-là parce que Kepsin s'est présenté tout à l'heure, eh bien, on espère que l'influenceur va partager le lien vers votre site web, hein. Donc, aller faire un drive to web, comme on appelle, c'est souvent très gagnant une fois qu'ils sont rendus sur le site de votre organisation, c'est beaucoup plus intéressant. Puis là, il peut y avoir des ventes effectivement qui vont s'effectuer. Les influenceurs servent à essayer quelque chose de nouveau, que ce soit un sport, une activité, un aliment, visiter un resto. On va le voir ensemble tantôt, là, c'est vraiment, vraiment très, très populaire, OK? Les restaurants et les influenceurs. Consommer un produit culturel à 63%, ça aussi, ça fonctionne bien. J'ai envie de vous dire tout ce qui est dans la sphère lifestyle. Donc, les produits culturels, les restos, les visites de ville ou de pays. Si par exemple, vous travaillez pour Tourisme Montérégie, puis vous voulez envoyer des influenceurs dans une cabane à sucre précise, ben ça fonctionne vraiment, vraiment bien et faire découvrir peut-être une région et faire un don à un organisme ou à une cause. On voit beaucoup de balles, comme le bal de la Jonquille. La semaine passée, je suis allée au bal du musée d'art contemporain. Il y avait un tapis rouge d'influenceurs. Donc, eux, ils sont invités gratuitement. Ils n'ont pas acheté leur billet, mais en échange, ils font de la visibilité et franchement, ça attire évidemment le regard sur la cause. Alors, c'est très intéressant là aussi. Toujours pas de questions? J'avance. Deux façons de faire avec les influenceurs. Alors, organique, c'est celle qu'on préfère parce qu'on n'a pas à les payer. Mais c'est plus ou moins vrai parce qu'en échange, il faut donner des gratuités pour espérer une visibilité. Et c'est tout là la différence. OK? Puis c'est très important ce que je vais vous dire ici. Donc, de façon organique, on a dit que c'était en gratuité. De façon payante, bien évidemment, on les paye, il y a un cachet et tout et tout. Quand on est en organique, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, je vais faire une soirée influenceur. Je vais vous donner un exemple typique, ouverture de restaurant. Je vais faire une soirée influenceur. Je vais dresser une liste de 30 influenceurs. Je les invite et je leur offre tout gratuit. C'est-à-dire, exemple, la table d'hôte, la bouteille de vin et souvent, on les laisse venir avec un invité de leur choix pour que ça soit le fun. Donc ça, vous le savez, un souper pour deux personnes au restaurant avec type pour boire bouteille de vin, c'est 200-250 $ minimum. Alors, c'est pas vrai que c'est gratuit dans un sens, hein. Il y a le souper, il y a le forfait dans une chambre d'hôtel qu'il faut offrir. Il faut offrir quelque chose. Donc, ça fait partie aussi de votre budget de vente. Cependant, on ne paye pas de cachet. Donc, quand on ne paye pas de cachet, on ne peut pas vraiment, en fait, excusez-moi, quand on ne paye pas de cachet,
on ne peut pas exiger des choses. C'est vraiment un échange de services sans qu'il y ait vraiment de contrat entre les deux parties. Et je vous garantis, si vous décidez d'imposer quelque chose ou de faire un contrat, les influenceurs vont se retirer. Et ça nous est arrivé très récemment avec un de nos clients qui était prêt à offrir un séjour à un influenceur connu. Et malheureusement, bon, la coordonnatrice a un petit peu avancé, puis elle a dit, ben voici, nous, on a un contrat, puis voici ce qu'on s'attend de vous. Et là, tout de suite, j'ai intervenu, j'ai dit non, on le paye pas. On lui donne un cadeau et en échange, on espère une visibilité, mais on ne peut exiger avec un contrat là, qui vraiment remplisse des obligations envers nous. C'est ce qui peut être parfois dérangeant, mais encore une fois, à force de connaître les influenceurs, on sait que si on les invite, puis s'ils acceptent, on s'attend vraiment à ce qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ben ces gens-là, c'est vraiment, ils servent à rien, puis on les invite plus, là, nous, les agences, tu sais. Je parle de unboxing aussi. Le unboxing, c'est toujours aussi populaire. Donc, une boîte de produits dérivés de votre entreprise où ils déballent évidemment le cadeau et disent combien c'est merveilleux. Ça fonctionne, les gens aiment ça, ça pique la curiosité et c'est vraiment très, très intéressant à faire. Donc, deux façons de travailler avec les influenceurs. Les types d'influenceurs, et ça, c'est une question à 1 million de dollars. Parce que là, les gens disent, faut-tu qu'il y ait 30 000 followers, excusez-moi, abonnés? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait 5 000? C'est quoi un micro? C'est quoi? Bon. Alors voilà, on va démystifier tout ça ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, il y a les micro-influenceurs. C'est ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. Et je vous dirais qu'il y a vraiment, vraiment une tendance vers les micro-influenceurs depuis 1 an ou 2 parce qu'on a remarqué quand même que leur taux d'engagement était très élevé. Alors, je vous apprends sans doute rien que sur Instagram, par exemple, quelqu'un peut avoir 30 000 amis, mais lorsqu'il publie des stories, il y a peut-être moins de 10% qui regardent, ben, 10%, c'est déjà beaucoup, là, mais en tout cas, moins de 5% par exemple, de ses abonnés qui regardent ses stories. Alors, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. C'est qui sont les gens réellement qui s'intéressent à ton contenu, qui vont les cliquer, commenter. Tout ça, c'est des données générées par Meta. Puis on remarque que ceux qui ont moins d'abonnés répondent davantage, ont un meilleur taux d'engagement. Puis c'est pas étonnant. Pensez à vous, vous êtes certainement pas des influenceurs, mais vos amis, ils sont sans doute des gens qui vous connaissent pour de vrai, qui vous suivent sur Instagram, de près ou de loin quand même, mais donc ils vont être beaucoup plus enclins à aller cliquer puis à s'intéresser à votre contenu que des gens qui vous connaissent moins. Alors, très intéressant. Évidemment, moins de 10 000 abonnés, il n'y a pas de cachet, c'est vraiment des cadeaux, c'est de l'échange de produits, des tests de produits, du bouche-oreille, ça fonctionne super bien. Puis je donne l'exemple d'une maman blogueuse locale qui partage des conseils sur Instagram et TikTok. Les mamans blogueuses, ça fonctionne. OK? Donc, voici ce que c'est un micro-influenceur. Maintenant, les influenceurs au sens vraiment strict du terme, ils ont en général ben, à partir de 10 000 jusqu'à 100 000 abonnés, OK? C'est vraiment des créateurs experts dans une thématique. Et c'est ça qui fait toute leur différence. C'est que, OK, vous vous intéressez à la cuisine, mais on va aller chercher des influenceurs qu'on appelle des influenceurs foodie. Vous vous intéressez à la technologie, on va aller chercher des influenceurs techno. Donc, ils ont vraiment généralement une niche. Et au Québec, parce que c'est important de dire qu'au Canada, aux États-Unis ou en France, où il y a des marchés beaucoup plus gros qu'ici, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Là, j'ai vraiment pris des données du Québec. Donc, jusqu'à 100 000 abonnés, je vous dirais que 90% des influenceurs se situent ici, là, entre 10 000 et 100 000 abonnés. OK? Les avantages, un bon équilibre entre portée et engagement. C'est souvent des gens qui sont un petit peu plus, je vous dirais, plus experts, moins amateurs que les micro-influenceurs qui, eux, font ça le samedi pour s'amuser. Les influenceurs, de plus en plus au Québec, en font un métier. Ils ont des agents qui font des bookings de contrats pour eux. Alors vraiment, c'est rendu un travail d'expert, c'est rendu une expertise. Et d'ailleurs, on le voit dans la qualité des vidéos, des montages, des reels qu'ils effectuent. Alors c'est sûr que c'est intéressant parce que ça amène du contenu hyper de qualité. Je donne des exemples de spécialités. Donc, un coach sportif, on en voit beaucoup sur YouTube qui partage des routines, qui évidemment met aussi peut-être en scène des produits pour les sportifs, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment le type d'influenceur là, avec lequel on travaille généralement. Il y a les macro-influenceurs. Au Québec, il y en a vraiment moins. C'est entre 100 000 et 1 million d'abonnés, mais il y en a. Je pense à
des célébrités du sport ou même des acteurs, des comédiens. Évidemment, ils ont une large audience, puis souvent, en fait, ils ne seront pas que des influenceurs dans la vie, parce que souvent, les 100 000 et moins, c'est vraiment des gens qui sont purement nés du web, mais ceux qui ont plus de 100 000 vont être d'abord avant tout peut-être des stars de la télé ou des stars de la musique ou des athlètes professionnels, comme je disais. Donc, ils ont fait quelque chose et là, les gens sont plus enclins à les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pas que des influenceurs qui font ça dans la vie. Évidemment, l'avantage, c'est qu'ils ont une forte visibilité. Hein. Quand on a 500 000 personnes qui nous suivent, on s'attend quand même à ce que le taux d'engagement soit élevé. On les utilise pour des grosses campagnes. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent cher. Je vous apprends rien. C'est comme quand on achète de la publicité. Plus que de code d'écoute, plus que ça coûte cher. C'est la même chose avec les influenceurs. Donc, ils coûtent cher et c'est rare qu'ils vont faire des choses gratuitement. Là, la gratuité, là, rendue à 100 000 et plus, ils comprennent et bon, personne, tout le monde veut gagner sa vie, comme on dit. Donc, ils comprennent que là, ils ont vraiment une valeur sur le marché et ils imposent évidemment des cachets assez imposants. Des créatrices de beauté, entre autres, là, ça fonctionne super bien pour elles dans ce secteur-là. Il y a les méga influenceurs, les célébrités, plus d'1 million d'abonnés. Honnêtement, au Québec, il y en a vraiment peu. Plus d'1 million d'abonnés, ça va être souvent des célébrités hollywoodiennes, par exemple. Bon, ça peut être d'autres types de célébrités, des politiciens également. Donc, très, très, très rare au Québec. Mais là, on vise des campagnes, évidemment, mondiales que pourraient faire des marques comme Nike ou McDonald's. On n'est pas là. On n'est pas là. On va s'en tenir. Mais sait-on jamais, dans le Vieux-Montréal, peut débarquer une star internationale qui décide de faire un post sur votre restaurant ou votre lieu parce qu'elle a vraiment eu un coup de cœur. Alors, si c'est le cas, ben, tant mieux pour vous. Et on sait que c'est déjà arrivé, donc c'est vraiment génial. Comment choisir les influenceurs? Évidemment, il faut définir ses objectifs comme dans toute campagne. Donc, avant de les compter. Oui, OK. Avant de les contacter, posez-vous les questions suivantes. Voulez-vous attirer du monde lors de l'ouverture? Ça paraît évident, mais des fois, on se dit, ah non, je vais faire une pré-ouverture, un soft launch, puis dans 3 mois, j'inviterai plus de gens. Donc, c'est vraiment parce que ça peut avoir un impact réel. Moi, il y a un restaurant du centre-ville de Montréal assez classe, plutôt vers Westmount, qui était un de nos clients. Puis, on invitait une influenceuse début cinquantaine, anglophone de Montréal, qui habite à Westmount. Lorsqu'elle venait manger avec son mari, dans la semaine qui suivait, il y avait un minimum de 40 réservations juste à cause de sa story. Alors, vous dire combien ça fonctionne, parce que là, on était vraiment niche. Elle s'adressait vraiment à son voisinage, aux gens qui la suivaient, qui étaient des gens qui mangeaient dans ce type de restaurant-là, dans un quartier bien précis, avec évidemment un revenu aussi qui leur permettent d'aller dans ce type de restaurant-là. Alors, c'était vraiment, vraiment bien choisi. Toujours est-il qu'il peut avoir vraiment un impact lorsqu'on invite des influenceurs. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être à son meilleur. Tu sais, si vous dites, ah, je ne suis pas encore sûre, je vais me laisser 3 semaines avant vraiment de faire un party d'influenceurs, ben, prenez le temps de le faire. Hein. On n'est jamais, on fait jamais 2 fois une première bonne impression, évidemment. Quel est le contenu à partager? Est-ce qu'on veut des photos, des stories, des reels? Obtenir des avis authentiques, ben, je vous le conseille, c'est vraiment ce qu'on veut, puis développer une notoriété locale. Et chaque objectif peut orienter vers un différent type d'influenceur. OK? Donc, vraiment, c'est important. Cibler les bons profils. Donc, les influenceurs locaux, les critères pour un restaurant, par exemple, ils vont parler à une communauté géographique proche. Je viens de donner l'exemple de Westmount. Alors, c'est super important. Si vous prenez, vous avez un restaurant, encore une fois, dans le Vieux-Montréal, puis vous allez chercher 3, 4 influenceurs, mais ils habitent à Laval puis à Repentigny, ils sortent moins généralement à Montréal. Ils vont peut-être sortir 1 fois ou 3 mois pour la fête d'un ami, mais on se comprend que c'est moins votre public cible. Par contre, si vous allez chercher des jeunes professionnels qui habitent les quartiers, bon, assez populeux de Montréal, là, vous avez plus de chances, évidemment, d'atteindre votre cible. Puis, il faut évidemment, toujours dans le cas d'un resto, parce que c'est vraiment un endroit où on utilise beaucoup, beaucoup les influenceurs. Donc, on s'adresse à des foodies ou des lifestyles. Je m'excuse des anglicismes. Malheureusement, c'est un peu le domaine du marketing d'influence. Donc, des influenceurs qui s'intéressent à la fois à la cuisine. Par exemple, si vous avez un chef reconnu ou un chef qui a fait une émission de cuisine à la télévision et aussi de l'art de vivre. Donc, il y a comme ce mot fourre-tout qui s'appelle art de vivre, lifestyle en anglais, qui rassemble des influenceurs qui tantôt vont faire des voyages, tantôt vont sur un tapis rouge, tantôt vont dans un musée, puis après ça vont prendre un apéro dans une buvette. OK? Ça, on appelle ça des influenceurs lifestyle. Donc,
C'est intéressant parce qu'en fait, il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, hein. Tout le monde aime tantôt aller au restaurant, tantôt voyager, puis tantôt aller dans un musée. Donc, ça peut rejoindre plus de gens, évidemment, les influenceurs lifestyle, sauf que c'est moins niche, c'est moins ciblé en termes d'intérêt, bien sûr. Puis, on invite également des micros et des nanos. Des nanos, juste pour vous dire, c'est 3000 et moins. C'est vous et moi, là, des nanos, mais malgré tout, j'influence avec mes 1800 personnes sur Instagram, j'influence quand même mon environnement, j'influence ma famille, j'influence mes amis quand je publie quelque chose et vous aussi. Donc, on est tous en quelque sorte des influenceurs lorsqu'on publie, bien sûr. Quand on choisit ses influenceurs, c'est important de rester réaliste, OK? Moi, des fois, il y a des gens qui m'arrivent et me disent, hey, j'aimerais ça que Charlotte Cardin elle vienne en fin de semaine. OK, Charlotte Cardin, je pense qu'elle elle doit approcher, sinon elle a presque 1 million de personnes qui la suivent sur Instagram. Mais Charlotte Cardin, elle viendra sans doute pas en fin de semaine, tu sais, parce que c'est une star internationale maintenant, parce qu'elle elle a des agents, elle a une équipe autour d'elle qui, lorsqu'elle fait de la visibilité pour des marques ou des endroits, demande des cachets. C'est sûr, c'est une business quand on est rendu un artiste à ce niveau-là. Donc, il faut rester réaliste. Tu sais, les joueurs du Canadien débarqueront pas non plus demain matin à votre nouveau café, même si vous aimeriez bien ça. Ça ne nous empêche pas un petit courriel de le faire, mais les chances que ça arrive sont plutôt minces. Alors, il faut vraiment, c'est ça, justement, avoir des critères précis, puis se dire que on va travailler parce que ça demande beaucoup d'efforts, là. Inviter des influenceurs, les gérer, gérer le contenu qu'ils vont faire après. Donc, voilà. En inviter plus que pas assez beaucoup de no-shows, énormément de no-shows. Bon, vous savez, là, c'est une problématique sociétale, le no-show. Alors, imaginez quand on fait, par exemple, une soirée d'ouverture, je prends Exposition Oasis Immersion parce que c'est notre client, donc je parle des expositions immersives au Palais des Congrès. À chaque début de nouvelle exposition, on fait une soirée d'influenceurs avec tapis rouge. Donc, on leur offre un petit verre de bulle, ils viennent avec leurs amis, ils ont accès à l'exposition, puis souvent, il y a musique et DJ. Tu sais, ça, c'est vraiment un événement qu'on fait, une centaine de personnes. Et en échange, ils font bien sûr des stories. Mais le problème, c'est que ben, on paye de la sécurité, on paye évidemment du traiteur, un DJ, tout ça. Et il y a énormément de no-shows. Pas à Oasis Immersion particulièrement, là, mais en général. Donc, il faut toujours en inviter plus que pas assez. Si on veut 100 personnes, invitons-en 150, puis ayez pas peur. À moins que ça soit évidemment dans une salle de théâtre avec des places assignées, là, on ne peut pas vraiment faire ça, mais encore dans un événement, ayez pas peur parce que c'est vraiment dramatique, ça peut aller jusqu'à 50%. Voir ce que la compétition, voir qui la compétition invite, ça serait également quelque chose que je vous conseillerais de faire. Moi, je le fais systématiquement lorsqu'un nouveau client vient vers nous en disant, écoute, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis là, je dis, OK, quelles sont les marques qui lui ressemblent ici à Montréal, au Québec? Puis, on va aller voir, c'est qui les influenceurs qui les suivent, c'est qui les influenceurs qui ont déjà parlé d'eux. Ça ne veut pas dire de leur voler leur liste d'influence, loin de là, mais de dire, OK, ouais, cet influenceur-là, ben, il y a ce champ d'expertise-là, c'est peut-être intéressant ou non, il est vraiment trop lié à mon compétiteur, je ne peux pas aller là, mais pour voir un peu le style d'influenceur. Donc, super important de voir ce que la compétition fait, puis rester en contact avec les influenceurs après l'événement, c'est bien le fun. Rester en contact, pour un influenceur, ça veut dire sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, lorsque vous avez un gestionnaire de communauté ou vous êtes vous-même le gestionnaire de communauté et les influenceurs, après un événement, vous identifient ou identifient votre entreprise, allez le suivre en retour, allez aimer ce qu'il fait et tout ça va créer une communauté. Vous allez voir, là, ça fait vraiment effet boule de neige. C'est important d'être actif sur les réseaux sociaux pour toute entreprise, évidemment, mais aussi de garder ce contact-là avec les influenceurs. Toujours bon? Je poursuis. OK. Quand on a des influenceurs payants, ben ça le dit, il faut sortir de l'argent, mais il y a des grands avantages à ça aussi. Parce que, en fait, l'influenceur devient un employé contractuel qu'on engage au même titre qu'on engagerait, exemple, un conseiller en communication, on lui donne un contrat de 3 000 $, puis on lui dit, écris-moi 2 communiqués de presse. Ben, c'est exactement pareil avec les influenceurs. Ce sont des travailleurs autonomes et on peut faire un contrat de travail avec eux, avec un brief écrit. Euh, à quoi on s'attend d'eux, quel type de contenu ils devraient produire, les dates de publication et également, évidemment, les mentions légales, les hashtags qu'ils doivent mettre. Et aussi, bien sûr, ils sont obligés, puisqu'on les paye, de nous partager leur contenu avant la diffusion. Donc, c'est tout là l'avantage. On a vraiment le droit de regard. Ils deviennent vraiment un panneau publicitaire pour nous.
En fait, c'est un jeu qu'on joue à deux, puis c'est pas un jeu, c'est un échange de services professionnels rendus là. Eux, c'est vraiment des créateurs de contenu. On leur dit un petit peu ce qu'on s'attend, ils nous reviennent avec un produit. Quand on est tous d'accord, ils le publient. Et ça, vous ne pouvez pas, je me répète, le faire avec des influenceurs que vous n'avez pas payés, mais que vous avez invités à des événements gratuitement. Donc, c'est vraiment un contrat de travail, un contrat de travailleur autonome. Et on me demande combien ça coûte. Alors, le prix moyen observé à Montréal actuellement pour un influenceur est de 3 000 $ pour une campagne. Ceci inclut une présence à un événement, une publication statique et une série de stories. Quand je parle d'une série de stories, en fait, c'est une story, mais avec différentes fenêtres, OK? C'est pas beaucoup, hein? Je vous entends dire ça, là, c'est quand même pas tant que ça. C'est la publication statique qui est la plus importante. Je vous le cacherai pas, parce que oui, les stories, il y a quand même un gros taux d'engagement, mais c'est éphémère, on le sait. Alors qu'une publication statique, ben, ça reste tout le temps. Alors, si jamais dans un mois, quelqu'un cherche un coworking dans le Vieux-Montréal, il va aller faire hashtag coworking, puis peut-être qu'il va trouver l'ancienne publication qui est restée de l'influenceur qui est allé il y a 2 mois. Dans le cas d'une story, il ne pourra jamais retrouver la story parce que, évidemment, ça va être déjà supprimé. Alors, avec des influenceurs qu'on paye, on s'assure qu'ils fassent un contenu statique. C'est là le plus important. Puis certaines collaborations peuvent aller facilement jusqu'à 40 000 et plus. Ça dépend ce qu'on demande, évidemment. OK? Je voulais vous montrer un exemple de rapport d'influence qu'on fait. Évidemment, on a des outils, OK, pour aller. Je vais juste essayer de grossir mon écran. Est-ce que vous voyez le PDF, Salon du bateau? Oui, Parfait. OK, je ne sais pas comment enlever ceci, par exemple. C'est un peu long. Non, je ne vais pas faire ça. OK, super. Alors, Salon du bateau, c'est un de nos clients. Et voici le type de rapport qu'on remet. Puis, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait là, avec le Salon du bateau. Alors, Salon du bateau, on a fait faire des objets promotionnels qui sont évidemment en lien avec le bateau. Donc, vous voyez un chapeau de bateau ici. On a une belle serviette de plage et on a mis des billets pour le salon dans la boîte. Donc, c'est un unboxing qu'on a fait avant le salon, parce que le but, c'est de faire la promotion pour que les gens y aillent ce week-end-là. Alors, il y a eu plein d'influenceurs qui l'ont reçu, puis ça a donné du contenu bien, bien le fun. Puis après ça, il y en a qui sont venus effectivement au salon et qui ont fait du contenu sur place. Tous ces influenceurs-là ont été invités gratuitement. Il n'y a pas de cachet. Cependant, lorsqu'on envoie des boîtes, je tiens à vous dire qu'on les interpelle avant. D'abord, il faut avoir leur adresse, fait qu'il faut leur écrire, puis on leur demande vraiment leur intérêt. Parce que, tu sais, ça coûte quand même de l'argent envoyer des boîtes, ça coûte de l'argent inviter des gens au restaurant gratuitement. Puis s'ils ne sont pas intéressés à venir ou s'ils n'ont pas le temps, ben évidemment, on ne les invitera pas, puis on leur enverra pas de boîte gratuitement. OK? Donc, si je vous montre un petit peu, voyez, en valeur média, là, on est allé chercher 12 000 $. C'est quand même non négligeable. 12 000 $. C'est comme si on avait acheté une publicité pour 12 000 $, mais en réalité, on n'a rien payé. On a envoyé des boîtes de produits, peut-être l'équivalent de 1 000 $ là, à une douzaine d'influenceurs. Alors, quand on parle de retour sur investissement, et là, ça, c'est des influenceurs organiques, c'est vraiment intéressant. C'est presque de 200% dans ce cas-ci. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, on est allé rejoindre 160 000 personnes. 160 000 personnes aussi, là, je vous dirais que c'est énorme. C'est à peu près ce qu'on rejoint dans une campagne publicitaire euh, à, à la télé environ, là, tu sais. Alors, il y a tout plein d'autres statistiques, évidemment, qu'on est allé chercher qui sont fort intéressantes à savoir, mais c'est vraiment, vraiment important. Puis là, je descends tout au bas parce qu'on a également payé une influenceuse dans cette campagne-là et je veux vous montrer ces statistiques pour vous montrer encore une fois le retour sur investissement. Que ça vaut la peine de payer des influenceurs. Donc, une douzaine non payés, puis après ça, on a choisi de débloquer un budget pour une seule influenceur. Ah non, on a payé, excusez-moi, on a payé deux influenceurs dans ce cas-ci, mais regardez le retour sur investissement, 14 230. Les deux influenceurs ensemble, je pense qu'on les avait payés, oui, 6 000. Là, on est à 50%. Si on a payé 6 000 les influenceurs, puis on a 14 000 de valeur média, on est à 50% de plus, mais quand même, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Puis vous voyez, juste à eux deux, sont allés chercher 71 000 vues. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont vu. Alors, si on avait eu plus de budget encore, bien évidemment, je serais allé chercher plus d'influenceurs. Alors, vous dire combien ça fonctionne, les chiffres sont là pour le prouver. C'est vraiment des rapports avec des statistiques qu'on peut aller chercher grâce à un programme qui s'appelle Stellar. Alors, c'est vraiment, vraiment des vrais, 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 vrais programmes, des vrais stats.
vous pouvez vous fier là-dessus, comme on dit. J'essaie de retourner ici à ma présentation. Toujours pas de questions avant qu'on poursuive. Le temps avance très rapidement. Alors voilà, c'est l'exemple que je voulais vous proposer. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque à faire affaire avec des influenceurs? Parce que je vous vante le marketing d'influence depuis 40 minutes en disant tout va bien, c'est le fun, vous allez peu investir, avoir un gros retour sur investissement. La réponse, c'est oui. Puis pour illustrer cette réponse-là, j'ai envie de vous ramener quelques années en arrière avec un petit reportage. Ça prend 2 minutes à regarder. On regarde ça ensemble à l'instant. OK? Laissez-moi 30 secondes. Encore une fois, je ne suis pas toujours la meilleure en techno, malgré tout. Je reviens. Voilà. Bon, je semble ne plus voir rien, là. OK. Ok, j'ai un petit peu. Excusez-moi, je voulais faire un petit move, mais je n'ai pas réussi. OK. Donnez-moi 30 secondes. Hmm. Geneviève, est-ce que tu peux m'aider, là? Je ne sais plus qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ne voyez pas. On voit ton desktop présentement. Vous voyez mon desktop, hein? OK, parfait. Et là, moi, ça indique que ma caméra vidéo est fermée. Donc, là, elle est rouverte. Est-ce que vous me voyez? Non. Hmm. Je vais Euh, arrêter le partage puis je vais revenir. OK, parfait. Donc, c'est beau. Je vais, excusez-moi de cette petite. OK. Là, je ne sais pas pourquoi on voit ça. On ne veut plus voir ça. C'est bizarre, hein. C'est comme si c'était ici, là, ma présentation. OK. Est-ce que tu peux me donner 30 secondes pour résoudre le tout? Mon Dieu, c'est bizarre. Ben oui, certainement. Donc, ben, peut-être en attendant, je poserai une question aux gens qui sont connectés avec nous ce midi, à savoir, est-ce que pour vous, c'est complètement de la nouveauté là, que vous voyez ou si vous avez déjà testé de contacter des influenceurs, si vous souhaitez participer à cette discussion-là, je serais vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Ou s'il y a des choses, par exemple, dans la présentation jusqu'à maintenant qui vous ont vraiment étonné. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous faire part de ça. Là, est-ce que c'est revenu? Oui, je pense, oui. Si vous Parfait. étiez en train de répondre à mes questions, continuez quand même de Absence de répondre à mes questions, c'est de super port intéressant. d'image jusqu'à l'usage de vapoteuses en plein vol. La fête du vol nolisé de Sunwing du 30 décembre dernier est désormais sous enquête par le gouvernement fédéral. Je peux vous assurer que Transport Canada prend très au sérieux la situation avec ce vol nolisé. Du New York Post aux États-Unis au Daily Mail en Angleterre, les gestes et comportements du groupe de 150 influenceurs ont fait le tour du monde au cours des derniers jours. Un avion avec plus d'une centaine de passagers à 30 000 pieds, ce n'est pas un chalet dans la forêt dans lequel on peut tout faire. Bien au chaud sur les plages du Mexique, plusieurs fêtards ont produit des vidéos pour narguer ceux qui désapprouvaient leurs gestes et comportements. En plus, quand les gens sont en train de faire les sacrifices, les gens ont réduit leur contact pendant le temps des fêtes, n'ont pas vu des êtres chers, et quand il y a une gang de sans-dessins qui décide de partir comme des ostragos en vacances, euh, c'est pas. euh, c'est extrêmement frustrant. De plus, certains membres du groupe de fêtards qui cherchent maintenant à rentrer au Canada se sont partagés des conseils pour éviter l'isolement obligatoire en cas de test positif à la COVID. C'est peut-être finalement la justice qui va ramener ces influenceurs sur Terre. Pour un non-respect de la réglementation aérienne, la loi prévoit des amendes jusqu'à 5 000 par infraction. Pour une fausse déclaration lors de son entrée au Canada, il est prévu des amendes jusqu'à 750 000 ou encore 6 mois d'emprisonnement. Et finalement, pour mettre en danger la vie d'autrui lors d'un vol, il est prévu des amendes jusqu'à 1 million de dollars ou encore 3 ans d'emprisonnement. Je ne vois pas une marque ou une entreprise qui voudrait s'associer à nouveau pour une collaboration ou pour la promotion d'un produit avec ces gens-là. Cette situation-là a eu un impact, je dirais, négatif sur la fonction de marketing d'influence. Pour l'heure, c'est plutôt de trouver le moyen de rentrer au pays qui préoccupe les membres du groupe d'influenceurs, car plusieurs transporteurs aériens refusent maintenant de les prendre à bord de leurs appareils. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, à Montréal.
Et oui, c'était un beau moment, un moment pas très glorieux en fait, effectivement, du marketing d'influence. Ça a marqué les esprits, je tiens à le préciser. Vous avez vu la vidéo, hein? Vous avez tous vu? Absolument. Parfait, excellent. Ça a marqué les esprits à un point tel que moi, il y a plusieurs clients qui, pendant 2, 3 ans suivant cet événement-là, se sont questionnés à savoir s'ils devaient faire du marketing d'influence. Et je vous dirais qu'encore aujourd'hui, donc c'était pendant la COVID, je pense que c'était en 21, 22 cet événement-là. Et encore aujourd'hui, on me parle du vol Sunwing. Est-ce que c'était un influenceur dans le vol Sunwing? Je vous rassure, la plupart de ceux qui ont participé à ce vol-là ne travaillent plus comme influenceurs. Et d'autre part, ça a vraiment donné un choc à tout l'écosystème, à tout l'écosystème des influenceurs. Donc, c'est une leçon à tirer. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent et il y a évidemment des conséquences à tout ça. Alors, vraiment, ce qu'on a vu, c'est le summum. Ça fait le tour du monde, je vous le rappelle, ce reportage-là, mais surtout le vol, toutes les images qui ont été filmées, parce qu'en plus, je pense qu'ils ne savaient pas l'impact, ils ne savaient pas qu'ils avaient l'air complètement fous et donc, ils ont filmé leur party. Quoique le party avait l'air le fun, hein, mais donc, ce que vous venez de voir, c'est vraiment dévastateur. Et moi, je vous dirais que pour avoir parlé avec des gens de Sunwing, encore aujourd'hui, ça les poursuit. Ça a vraiment, vraiment écorché leur image de marque. Déjà, ils avaient certains enjeux. Donc, ça n'a vraiment pas aidé. Alors qu'eux, il n'y avait rien à voir. En fait, Sunwing avait tout simplement prêté un avion, nolisé un avion privatisé pour un groupe, comme ils font souvent, bien sûr, pour des voyages. Donc, c'était vraiment pas de leur faute qu'est-ce qui est arrivé. Je vois le chat un petit peu plus Oui, de choses. on a des belles questions, Marlène, dont de Jean-Charles Savard de chez Photoservice, dans le fond, qui nous partage que c'est surtout lui qui préfère être à l'avant dans le fond, de sa publicité. Est-ce que ça peut être une bonne idée pour un entrepreneur, un propriétaire soit d'une entreprise de service, commerce pignon sur rue, d'être, si on veut, son propre influenceur? Ah ben oui, et on le voit de plus en plus, hein. Vous le voyez, si vous regardez les dragons, tous les gens qui sont là, les dragons eux-mêmes ont vraiment beaucoup d'activités sur leurs réseaux sociaux. C'est le fun d'être un entrepreneur. C'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui veut faire ça, mais je vous encourage fortement. Je m'efforce moi-même, je dois vous le dire, à le faire. J'ai une équipe qui m'encourage à faire des petites capsules, tout ça, sur les réseaux sociaux, parce que oui, on est dans une ère où l'entrepreneuriat est hyper valorisé et on veut savoir c'est qui derrière. Ce sont qui les gens derrière. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Ouais, Ouais, également, dans le fond, on a des partages d'expériences là, par rapport au fait que ça peut être difficile de trouver les bonnes personnes, les bons influenceurs avec qui collaborer pour avoir des retours intéressants. Aurais-tu des conseils par rapport à ça pour quelqu'un qui peut-être est seul dans sa recherche et donc n'est pas appuyé par une agence? c'est ça. Je vous dirais, ben, un peu comme j'ai dit précédemment, allez voir la compétition ou du moins ce que des marques ou des endroits similaires à vous font puis avec qui ils font affaire. Puis, une fois que vous voyez quelques noms qui reviennent souvent, allez voir les profils de ces influenceurs-là et vous allez avoir quand même une bonne idée. Évidemment, il y a de l'essai-erreur, je tiens à vous le dire, c'est vraiment pas une science exacte. Par contre, je pense que la communication reste vraiment, vraiment la priorité. Une des choses qui fonctionne vraiment bien avec des influenceurs, je prends Instagram, là, c'est de vraiment les contacter via leur DM, leur messagerie directe pas de ChatGPT, mais sur Instagram. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Le email fonctionne encore, mais c'est important. Puis de leur dire, voici, tu sais, voici ce que je fais. Est-ce que ça t'intéresse? Tu sais, parlez-vous avant, parce que si ça ne l'intéresse pas, l'influenceur, je pense qu'on est rendu dans une phase chez les influenceurs où ils vont être très honnêtes, puis ils vont le dire, OK? Donc, c'est vraiment, ça va demander des heures de recherche. Mais nous-mêmes, à l'agence, je tiens à préciser, quand on a un nouveau mandat qui arrive, j'ai une équipe, là, puis on met une personne, par exemple, puis tu sais, ça peut être 10, 15 heures de recherche pour faire une seule liste d'influence. Même si on a une master list de 500 noms d'influenceurs au Québec, mais là, c'est après ça, c'est d'aller restreindre en fonction des objectifs de la campagne, en fonction de l'image de marque que veut laisser le client, tout ça. Donc, ça demande vraiment beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de travail. Mais un influenceur en entraîne un autre, si je peux vous dire ceci aussi. Ils se connaissent, ils se tiennent ensemble, OK? Donc, si vous êtes tripé sur une influenceuse ou un influenceur, allez voir qui
il suit, puis c'est certain qu'il y a d'autres influenceurs là-dedans. Donc, vous pouvez aller chercher des gens qui sont également dans son écosystème. Si vous aimez son style, généralement, il va suivre des gens qui lui ressemblent également. C'est une bonne piste de recherche, assurément. Puis, on a une autre question également, plus pour le B2B. Est-ce que le marketing d'influence est pertinent pour du B2B? Puis, est-ce que vous avez déjà fait des projets B2B avec des influenceurs? Donc, dans le fond, des business qui cherchent à avoir de l'influence auprès d'autres entreprises et non pas auprès de consommateurs du grand public. Ben, je dirais a priori oui, parce que finalement, toutes les entreprises et tout se passe vraiment sur les réseaux sociaux, mais l'impact va être moins important. C'est-à-dire que il faut vraiment cibler votre communauté si vous voulez de l'impact, hein. C'est vraiment niche. Donc, à ce moment-là, moi, mes critères de réussite de la campagne ne seront pas les mêmes que B2C. Ça ne sera pas de dire j'ai rejoint 1 million de personnes, yes, j'ai augmenté mes ventes de 10% le dernier mois, yes, j'ai réussi ma campagne. Ça va être une autre forme de stratégie puis une autre forme d'objectif, plus des objectifs évidemment d'engagement, bon, il y a plein d'objectifs qu'on pourrait avoir, mais oui, absolument, ça peut fonctionner, mais encore une fois, le but n'est pas d'obtenir le plus de vues, mais peut-être des vues qui comptent dans ce cas-ci. Merci beaucoup pour tes réponses. Écoute, ça fait le tour des questions qu'il y avait dans le chat. Ouais. Je pense qu'on t'a comme interrompu sur ta lancée, mais on peut Pas du poursuivre. tout. Je suis contente qu'il y ait des questions. Il reste 7 petites minutes, puis je vais vous présenter mes dernières petites slides. Alors, je remets ça en écran géant ici. Je voulais vous dire ceci avant de terminer. Bon, le risque zéro, parce qu'on était dans la gestion de crise, ben, ça n'existe pas. Mais la plupart des problèmes, lorsqu'ils arrivent, sont mineurs ou techniques. Exemple, il n'a pas identifié le bon lieu. Ah, ça arrive, sincèrement. Là. Ça nous est arrivé plus souvent qu'autrement. Puis là, tout de suite, on lui dit, hey, c'est pas c'est pas le bon endroit que tu as identifié. Donc, tu sais, ça se corrige et les influenceurs, généralement, sont super gentils, le font. Tu sais, bon, c'est ça. Lorsqu'il y a un problème plus grave, là, vraiment des scandales de plusieurs natures que ça peut être, là, évidemment, on supprime le contenu, on demande à l'influenceur de supprimer le contenu, mais là, il faut vraiment que ça soit grave. Vol, MeToo, etc. Puis, si on n'aime pas son contenu aussi, on ne le rappelle plus, point final. Mais le risque zéro n'existe pas, mais je tiens à le préciser, il est moins grand qu'il est. OK? Je poursuis rapidement. Des leçons à tirer pour pas justement qu'il y ait de gestion de risque trop grande. Acheter des clauses de retrait ou de revalidation des futurs contrats. Ça, c'est quand vous payez quelqu'un, hein, évidemment. La phase de sélection des influenceurs, on en a parlé tantôt, là, c'est hyper important. OK? Prenez le temps de le faire, d'aller faire des recherches, de vous informer, d'aller googler aussi des noms. Parce que des fois, il y a même des articles de presse qui sont sortis sur les influenceurs. C'est vraiment très, très important de le faire. Puis mettre en place un brief et un contrat systématique, évidemment, lorsqu'on paye les influenceurs. Finalement, et ce sera ma dernière slide pour aujourd'hui, est-ce que ça marche, le marketing d'influence? Ben, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, en 2025, le marché mondial du marketing d'influence dépasse 25 milliards de dollars. C'est pas rien. Puis tantôt, je vous parlais que j'ai la chance d'échanger avec des agences de partout dans le monde, que ce soit en Chine, que ce soit en Indonésie, en Australie, dans des pays comme la Colombie, des pays émergents, là, c'est incroyable, les influenceurs aussi là-bas. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui fonctionne à l'échelle mondiale. Les études démontrent que les campagnes d'influence peuvent générer jusqu'à 11 fois plus de retours sur investissement que les formats publicitaires traditionnels. Je vous l'ai présenté tantôt avec mon salon du bateau. On avait vraiment un grand retour sur investissement. Donc, 11 fois plus de retours, c'est vraiment intéressant. Je dirais même très intéressant. Puis 77%, pardon, des consommateurs affirment que les recommandations d'influenceurs ont plus de poids que celles des marques. En d'autres mots, quand je vois une influenceuse que j'aime bien qui dit, ben moi, cette crème-là, ça fait 1 mois que je la mets dans mon visage tous les soirs, puis j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau rajeunie, ben pour moi, ça va être bien plus intéressant de l'entendre et ça va m'inciter à l'achat beaucoup plus que si je vois une pub télé, tu sais. La pub télé, c'est bon, ça fonctionne encore, là, je ne dis pas le contraire, mais on connaît un petit peu la recette, ça fait longtemps que c'est dans nos vies, donc on est un petit peu moins sensible maintenant. Des performances qui sont de plus en plus mesurables, c'est ça qui est important aussi. C'est que vous ayez accès à des outils de mesure. Ça, c'est très, très important. Donc, notoriété, portée, engagement, conversion. Puis, si vous n'avez pas accès à des outils de mesure très sophistiqués, parce qu'effectivement, ça coûte quand même de l'argent avoir accès à des outils de mesure,
une des très, très bonnes choses à faire là, lorsque vous commencez une campagne d'influence, vous prenez les statistiques de votre Facebook et Instagram à vous en temps réel, puis vous dites, bon, après un mois de cette campagne d'influence, je suis rendue à combien? Est-ce que mes statistiques ont augmenté? Puis le taux de clic sur votre site web aussi. Généralement, ce sont des très bons indicateurs de performance pour vous parce que si vous travaillez avec des influenceurs seulement de façon organique, ils ne sont pas enclins à vous donner leurs statistiques, ils ne sont pas obligés de vous dire oui, j'ai eu 15% de taux d'engagement ou 75%, ils ne sont pas obligés. Mais vous, en ayant tout de suite un portrait de la situation de vos réseaux sociaux, de votre site web, donc de votre écosystème numérique au début de la campagne, vous allez voir quand même intuitivement si ça a donné de l'impact, puis si vous avez accès à des outils un petit peu plus précis. Là, ça, c'est vraiment le fun. Nous, on a un outil qui s'appelle Stellar. Écoutez, ça coûte environ 30 000 par année. Évidemment, pour nous, c'est intéressant parce qu'on arrive à rentrer dans le back-end des influenceurs, des réseaux sociaux. Alors, le back-end, ça veut dire l'arrière-scène. On a vraiment accès à toutes les statistiques sans même les demander. Alors, c'est très intéressant puisqu'on peut faire des rapports et vraiment, là, on a un retour. Le ROI est vraiment calculable de façon extrêmement précise, comme dans le rapport que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, voilà, voilà, voilà. C'est ce qui conclut. Je vais arrêter le partage ici même. C'est ce qui conclut cette présentation. Je vois qu'on a une question de Mégane dans le chat. Des trucs pour approcher les influenceurs sans agence. Ben, les trucs pour approcher des influenceurs, y aller avec votre compte professionnel d'entreprise. Donc, ils vont savoir d'emblée que c'est une suggestion professionnelle que vous leur faites. Ça, c'est très important. Après ça, c'est soit par messagerie directe via Instagram, par exemple, ou carrément, il y en a qui ont leur email, vous savez, sur leur page Instagram. Donc, par email, ça demeure les meilleurs moyens, définitivement. Mais je vous conseille d'y aller via vos pages pro d'entreprise pour le faire. Merci beaucoup. Puis, ben, pour les autres, si jamais, suite à la formation, vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à contacter Marilyn et Marel Communication pour vos besoins ou vos questions suite à la formation de ce midi. Donc, ben, merci à tous d'avoir été là. Merci, Marilyn, encore une fois. Et on se dit à dans 2 semaines. Au revoir. Bye bye.